choses qui ont été dites au sujet des tarifs de Trump. On est reparti, on le sait, depuis 48 heures là-dedans. Par contre, il y a une affaire, carrément, que j'ai pas beaucoup entendue, c'est que Trump nous a donné une preuve que sa technique, même de son point de vue, est pas la bonne, parce que il y a des tarifs qui ont été réduits. Hein, il a ajouté des tarifs sur des produits, 550, on les a nommés hier, là, on ne fera pas la liste, mais il y a des laisses de chiens. Moi, je restais Ben oui, donc t'en consommes donc bien des laisses de chiens. Ben, c'est pas ça, c'est que je trouve que symboliquement, c'est quand même fort. Il met des tarifs sur des laisses de chiens, fait que j'ai l'impression que c'est vraiment c'est quasiment comme une pique qu'il nous envoie. Bref, sur l'aluminium, les tarifs ont été réduits. Peut-être parce que c'est pas si simple que ça, finalement, ouvrir des alumineries aux États-Unis. Il y a une aluminerie au Québec, l'aluminerie Alouette, qui produit, c'est à Longueuil, ça, autant d'aluminium qu'à travers tous les États-Unis au grand complet. Incroyable. Imagine-toi, là, ça prend pas 6 mois partir une aluminerie. On en parle avec Renaud Brossard, qui est vice-président communication à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Renaud. Bonjour. C'est vrai, cette affaire-là, de l'aluminerie Alouette? Oui, ben c'est à Sept-Îles, c'est un peu plus loin. Ah! Mais oui, l'aluminerie Alouette fait 628 000 tonnes d'aluminium par année. Pour un ordre de grandeur, c'est une part importante de la production. C'est la plus grande aluminerie, en fait, en Amérique du Nord. Énorme. Les États-Unis produisent à peu près 650 000 tonnes d'aluminium. C'est quand même beaucoup, mais en revanche, ils consomment à peu près entre 5 et 6 millions de tonnes d'aluminium primaire par année. Donc, les États-Unis ne sont pas autosuffisants à ce niveau-là. C'est une chose que finalement, l'administration Trump commence à réaliser que, vous savez, augmenter les tarifs, augmenter les taxes à l'importation d'aluminium, ça pénalise tout le monde qui consomme l'aluminium aux États-Unis. Donc, dans une déclaration qui est sortie la même journée que ces nouveaux tarifs sur le Canada, le président affirmait que la production domestique d'aluminium primaire, qui est essentielle pour l'économie et pour la défense américaine, n'est pas suffisante. Et donc, il annonce qu'il va réduire les tarifs sur l'aluminium primaire qui est importé par ceux qui voudraient investir pour faire des alumineries aux États-Unis. C'est sûr que c'est pas la même chose que diminuer les tarifs demain matin puis abaisser ces taxes-là. Non. Mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Puis on voit que d'un point de vue de rhétorique, l'administration américaine commence à réaliser que, à un moment donné, mettre une taxe à l'importation, mettre des tarifs douaniers sur les produits de ses alliés, c'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est long de partir une aluminerie. Là. Ça prend des années. Au début, il disait ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis moi, j'étais sceptique. Je me disais, non, les Américains, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ça n'a pas fonctionné. Ça prend évidemment un territoire en particulier. Ça prend des capitaux. Ça prend du temps aussi bâtir tout ça. Oui. Et puis, ils en ont besoin d'aluminium, là. Bien, absolument. Puis, je veux dire, l'aluminium, c'est parce qu'on l'a dans tout, à peu près. Je veux dire, ça va des canettes, que ce soit une canette de bière, de Pepsi, de quoi que ce soit, jusqu'à des voitures, des avions, des applications industrielles. Puis, effectivement, partir d'une aluminerie, on parle de milliards de dollars d'investissement. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très gros. Il faut voir aussi l'autre chose, c'est que le Canada, la raison pour laquelle on a autant de grandes alumineries, puis en particulier au Québec, c'est parce qu'on a un avantage au niveau des coûts de l'énergie. Au Québec, on a de l'hydroélectricité, on a des barrages qu'on a fait il y a longtemps, les coûts de construction sont déjà financés, puis ça devient quelque chose de très rentable. Fait qu'on a un coût par mégawattheure, ou coût par kilowattheure, qui est entre 2,5 cents puis 4 cents le kilowattheure. Pour faire une tonne d'aluminium, ça prend entre 14 000 et 15 000 kilowattheures. Fait que c'est une grosse partie de l'équation. Mais aux États-Unis, l'électricité, et même pour des applications industrielles qui demandent beaucoup d'énergie, elle se vend plutôt autour de 8 cents et demi de kilowattheure, 10 cents le kilowattheure. Il y a même certains cas, certains centres de données qui vont plus à 11 cents et demi le kilowattheure. Fait qu'on comprend que même avec une taxe de 50%, ça demeure plus rentable pour une firme de garder ses alumineries ici, de garder ses installations très dispendieuses qu'elle a faites, pour lesquelles elle a pris des risques importants, de le produire avec les coûts d'énergie qu'on a ici, puis de l'exporter aux États-Unis. Puis de toute façon, les États-Unis n'en produisent pas suffisamment. Donc, qui se ramasse à payer la friture des tarifs, ce sont les consommateurs américains d'aluminium, que ce soit les gens qui vont acheter leur canette de bière à l'épicerie, mais aussi toutes les entreprises dans la chaîne d'approvisionnement qui fabriquent cet aluminium-là. C'est d'ailleurs... excusez-moi. Non, allez-y. C'est d'ailleurs un constat qui avait été fait suite à la première administration Trump, qui a mis des tarifs sur l'acier, sur l'aluminium. Ça avait été estimé que ces tarifs-là avaient permis de la création d'à peu près 8 700 emplois dans le secteur manufacturier, mais qu'en revanche, il y a quelque chose comme 75 000 emplois qui avaient été perdus dans tout le secteur de la transformation. On voit justement que oui, ça peut peut-être aider quelques entreprises, mais c'est pas la même chose que d'aider l'économie au complet. Ah non, ça, c'est très important de faire cette distinction-là. Mais pourtant, il persiste et signe malgré tout. Donc, à ce moment-là, nous, le Canada, ça a quand même un impact. Vous l'avez observé, ça, sur le terrain, sur nos entreprises en aluminium? Ça a un effet.
Mais un des faits que ça a, c'est qu'on on a des clients aux États-Unis, par exemple, qui vont peut-être moins utiliser d'aluminium. Parce que si on voit le prix augmenter de 50% du jour au lendemain, ben on va se dire, bon, mais au lieu de faire la canne en aluminium, est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans une bouteille en verre, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres produits? Fait qu'il y a une partie de ça. Mais quand on regarde au niveau des alumineries québécoises, les carnets de commandes sont encore relativement pleins. Il y a une plus grande partie qui va aller vers l'Europe. Il y a une grande partie aussi de leurs clients américains, par contre, qui vont simplement continuer à acheter et qui vont payer la facture, qui vont payer la taxe. On le voit d'ailleurs, il y a un indice qui suit la différence de prix entre l'achat d'aluminium aux États-Unis et l'achat d'aluminium sur les marchés mondiaux. Et il y a toujours une différence de prix par rapport aux marchés mondiaux. Il y a des coûts de transport et tout ça. Cette différence de prix est passée de 400 $ la tonne à peu près en 2021, 2022, 2023, en fait, toutes les années avant que Trump revienne, à peu près 2600 $ la tonne. C'est une augmentation très, très, très importante des prix. Mais est-ce qu'il y a un point de vue économique qui défend l'idée de protectionnisme? Je pose la question parce qu'on a quand même un premier ministre en Ontario qui a à cœur l'économie de la province de l'Ontario. Là, c'est pas juste un gars qui bombe le torse. Là. J'imagine qu'il est entouré puis qu'il veut la prospérité de l'Ontario. Puis qui dit, lui, il faut se tenir debout. Il faut appliquer des tarifs, nous aussi. Il faut pas se faire voler notre lunch. C'est l'expression qu'il a utilisée. Stephen Harper. Stephen Harper, je veux dire, sur le plan économique, c'est quand même quelqu'un qui a laissé un héritage intéressant. Lui aussi, il a dit, il faut être prêt à souffrir. Et alors, après, on entend aussi des gens nous dire, non, tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est une mauvaise idée. Où est-ce qu'il faut faire la part des choses? Mais en fait, il y a un peu des deux. Parce que, écoutez, Milton Friedman, qui n'est pas exactement qui est un économiste quand même très connu, qui n'est pas nécessairement très friand des tarifs, il y a peut-être une occasion où les tarifs peuvent être justifiés. Je pense que Smith disait un peu la même chose. C'est dans le cas où imposer un tarif de rétorsion va faire en sorte que l'adversaire contre lequel on réplique, qui a augmenté ses tarifs, va abaisser ses tarifs. Donc, si on pense que de faire monter les tarifs sur les produits canadiens, imposer une taxe essentiellement aux Canadiens, ça va faire en sorte que les États-Unis vont laisser tomber leur approche tarifaire, ça peut être justifié parce que c'est quelque chose de temporaire. Puis, ultimement, ça défend une économie qui va être beaucoup plus efficace, qui va justement avoir moins de ces distorsions qui viennent avec la question tarifaire. Je pense que dans le cas où on est aujourd'hui, on a quelqu'un, Trump, qui est premièrement très imprévisible. Mais s'il y a bien une chose qu'il dit de manière constante depuis les années 80, c'est qu'il aime les tarifs. Qu'il pense que les tarifs, c'est bon et que cette taxe-là, c'est quelque chose qu'il aime. Je dois avouer que je ne suis pas nécessairement convaincu que de mettre des tarifs de rétorsion sur les États-Unis, ça va fonctionner. Après ça, il faut voir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répliquer. Je pense que c'est important de répliquer, mais la meilleure réplique, c'est celle qui nous rend plus forts. Ça va être d'avoir justement des réductions des barrières au commerce entre les provinces. Ça va être de revoir notre réglementation, de rendre nos entreprises plus compétitives comme ça, de revoir notre fiscalité. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a un contrôle à l'interne, sur lesquelles on peut agir, qui ferait une bien meilleure réplique, qui nous rendrait plus forts plutôt que les tarifs de rétorsion. C'est-à-dire que se tenir debout, c'est pas forcément l'effet miroir des mesures de Donald Trump. Parce qu'on a tendance, je trouve que le discours est très binaire. Ouais. Vous tenez debout, on fait exactement la même affaire que Trump, alors que, attends, c'est peut-être pas ça l'affaire. Est-ce que d'imposer, comme vous dites, une taxe, finalement, aux Canadiens, c'est ça la solution? Et peut-être juste de rappeler, quand même, toutes choses, les perspectives, ce que ça représente, là, cette grosse menace-là. Évidemment, nous, on reçoit ça, on dit 50 %. C'est 5 % des exportations canadiennes. Je comprends que les entreprises canadiennes qui sont visées, ça représente pour eux, peut-être, pour elles, 100 % de leur chiffre d'affaires. Là. Je ne banalise pas. Mais on voit que ça reste que c'est un levier de négociation parce qu'ils visent, au fond, 5 % des exportations canadiennes. C'est à peu près un peu plus que 20 milliards de dollars de US que ça représente. Fait qu'il y a quand même ce jeu de bluff aussi. Là. Et je pense que de façon vraiment imagée, parce que je pourrais difficilement mieux dire, mais de façon vraiment plus imagée, c'est pas parce que Donald Trump a choisi de tirer dans le pied de tous les Américains que nous, on doit tirer dans le pied de tous les Québécois et tous les Canadiens. Parce que c'est un peu ça, le tarif de rétorsion, c'est une taxe qu'on va payer. Puis on l'a vu l'an dernier quand le Canada avait augmenté les tarifs sur certains produits, ben ça s'est reflété en une taxe. Les familles ont payé, je pense, 90 $ de plus pour leurs produits sur l'espace de quelques mois. Il faut dire que ce 90 $ aurait pu être bien pire. C'est sûr, si on avait mis plus de biens pendant plus longtemps, mais c'est nous qui se sont ramassés à payer la majorité des coûts. De la même façon que des études, notamment de la Banque du Canada, montraient que lorsque Trump avait mis ses derniers tarifs, 60 à 70 % des coûts avaient été passés aux consommateurs américains. Cet autre, 40 à 30 % par contre,
c'est pas nous qui l'ont absorbé, c'est beaucoup des entreprises américaines, ce sont des transformateurs américains, ce sont des travailleurs américains aussi. On ne paye pas beaucoup d'impôts au Québec au moins, là, parce que j'ai vu, vous avez fait un sondage à l'IEDM, vous avez demandé aux familles, est-ce que l'impact de la facture, est-ce que ça a un impact, dans le fond, la facture d'impôt sur votre quotidien? Puis c'est juste 70% là, des répondants qui disent que ça a un impact. Ben, écoutez, c'est Ironie 70%. totale, ironie totale. C'est 70% qui disent que ça a un effet sur leur niveau de vie. Là-dedans, il faut quand même mentionner qu'il y a une part d'incertain aussi. Ouais. Mais vraiment, je pense que les gens le sentent. Puis, dans les dernières années, on a senti que le coût de la vie a augmenté. Le coût de la facture d'épicerie, le coût du loyer, tout ça, ça a augmenté. Les Québécois, les Canadiens regardent un peu plus c'est quoi leurs principaux postes de dépenses. Puis, il n'y a pas vraiment de poste de dépenses qui est plus gros que les diverses taxes qu'on paye. Donc, ils demandent un peu au gouvernement, que ce soit provincial, municipal, fédéral, de faire leur part, de peut-être vivre un peu plus, en serrant la ceinture un peu plus, pour que les Québécois, pour que les Canadiens aient un peu plus de sous à la fin du mois, essentiellement, pour subvenir à leurs besoins essentiels. Mais c'est comme un réflexe, honnêtement, à taxer. Je veux dire, on n'est même pas capable d'imaginer autre chose. Des fois, on est reçu en entrevue des gens qui viennent nous proposer une taxe, une nouvelle taxe. On avait l'autre jour la coalition pour les soins de fin de vie, les soins à domicile, les soins à domicile, exactement. Puis on nous disait, bon, ben peut-être qu'il faudrait une nouvelle cotisation sur les chèques de paye. Mais on dirait que c'est comme exclu du champ du possible la possibilité de mieux gérer ce qu'ils ont déjà sur la table à gérer. Là. On est les plus taxés en Amérique du Nord. Pourquoi la solution, c'est toujours d'être taxé plus? Là? Bien, effectivement. Puis je pense que si on regarde les chiffres de ce sondage-là, une chose qui ressort, c'est que les Québécois ne sentent pas qu'ils en ont pour leur argent. Surtout qu'on regarde, il y a un niveau d'insatisfaction au niveau de ce qui est donné au gouvernement provincial. Les gouvernements provinciaux à travers le pays ont le plus haut niveau d'insatisfaction au niveau de ces dépenses-là. Les gens disent on n'en a pas pour notre argent. Puis je pense pas que c'est nécessairement parce que les gouvernements provinciaux sont moins bien gérés que le fédéral ou que le municipal. Simplement qu'il y a beaucoup des services de proximité, des services auxquels on fait plus appel, qui sont des services provinciaux. Je peux vous dire, dans ma vie, j'ai jamais eu besoin d'appeler la Défense nationale. Mais le système d'éducation, le système de santé, ben, j'ai interagi beaucoup plus avec et j'ai vu que, bon, malgré les impôts quand même importants qu'on paye, de la même façon que tout le monde qui écoute le probablement senti aussi, ben, quand on se rend à l'urgence, c'est des longs délais d'attente. Quand on veut un médecin de famille, des fois, c'est des années d'attente. Quand on veut le système d'éducation, ben, il y a quand même plusieurs lacunes à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis en terminant, là, justement, sur tout cet aspect de la fiscalité, qu'est-ce qui dérange encore beaucoup les Québécois là-dedans, dans la façon de faire les choses? Bien, je pense que ce qui dérange, c'est essentiellement le fait qu'ils voient une très grande différence entre le montant qu'ils payent en impôts puis la qualité et la quantité de services qu'ils reçoivent. Et à ce niveau-là, je pense que beaucoup de Québécois aussi seraient probablement d'accord avec le fait de dire, ben peut-être que le gouvernement devrait essayer d'en faire un peu moins, mais de se concentrer sur ce qu'il fait bien et de le faire mieux. Merci beaucoup, Renaud Brassard. Vous savez pourquoi j'ai dit que l'aluminerie Alouette était à Longueuil? Parce que quand on tape aluminerie Alouette sur Google, la première affaire qui nous sort, c'est une maison sur une rue. Ça se dit Aluminium Alouette Inc. En dessous, c'est marqué fermé définitivement. C'est sûr que si j'avais cliqué sur la photo puis que j'avais vu la maison, mettons, je me serais rendu compte que c'est comme une entreprise, probablement le siège social d'une PME, très petite PME dans une maison, qui ont changé leur nom. Merci, Renaud Brassard. Ben, merci beaucoup. Bonne journée.